Bonsoir à tous. On a toujours une petite angoisse dans ces circonstances, c'est de savoir si le rideau va s'ouvrir ou si l'écran va remonter. Mais heureusement, tout a bien marché. Je vous remercie de votre patience. Vous êtes tous réunis avec nous ici et je veux saluer les plus jeunes d'entre nous, le futur conseil municipal, le conseil municipal des jeunes. Et puis, on peut les applaudir. Je voudrais saluer le vrai conseil municipal aussi. Là aussi, on peut les applaudir. Je voudrais saluer les personnalités qui sont dans la salle, les maires voisins qui nous font l'amitié d'être présents, Georges Pujals d'Épinay, Monsieur Poinceau de Vigneux, François Durovray, président du conseil général de l'Essonne, Christine Garnier, maire de Quincy, qui va nous rejoindre, Bruno Gallier, le maire de Brunoy, Michael Damiati, le maire de Crosne, il a les vœux en même temps, et donc on l'excuse, on lui pardonne que pour cette année, parce que l'année prochaine, il faut qu'il change de date. Et puis, Romain Collat, qui va nous rejoindre, le maire de Boussy. Je crois avoir fait le tour de tous les maires présents. Je voudrais saluer aussi le conseiller départemental, Olivier Clodon, et Martine Sureau, notre conseillère départementale de Brunoy, qui est ici présent. On les applaudit tous. Ah, et le maire de Villecrène, Gérard Guillet, qui est présent dans la salle. Alors, vous voyez comme on est gentil, quand on vient ailleurs, on est gentil. Merci une fois de plus tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle année. Je voudrais d'abord, bien évidemment, avec le conseil municipal et le conseil municipal des jeunes, ainsi qu'avec mon épouse Valérie, vous souhaiter du fond du cœur une très belle année 2016 pour chacune et chacun d'entre vous, la santé bien sûr, les petites joies simples de l'existence, et puis pourquoi pas la réussite. J'ai une pensée, nous avons tous une pensée ce soir pour toutes celles et tous ceux qui ont affronté au cours de l'année 2015 un coup dur ou qui aujourd'hui sont retenus chez eux par la maladie. Nous leur donnons tous les vœux de convalescence. Et nous le faisons pas seulement parce qu'on doit le faire, mais parce que c'est la raison d'être d'un conseil municipal. S'il y a un échelon dans la vie publique où la solidarité, où l'écoute, où l'entraide a un sens quotidien, c'est bien celui de la ville, de la mairie. Et donc je veux que tous ceux qui sont dans la peine ailleurs sachent que chacun et chacune des élus sont là pour eux et ils peuvent faire appel à eux. Je voulais leur dire. Et puis, en cette année qui fut tragique pour la France, je veux exprimer la solidarité de tous les Hierrois à l'égard de cette famille du quartier Brossolette qui, le 13 novembre dernier, a vu l'un des siens lâchement assassiné au Bataclan par ces nouveaux barbares. Et je veux saluer son épouse qui est venue courageusement aujourd'hui parmi nous, qui a voulu rester tout au long de cette épreuve d'une totale discrétion. Je veux dire combien nous pensons à sa famille. Alors, vous le savez, chaque année, je forme des vœux pour notre ville, bien sûr, et puis ensuite pour notre pays que l'on aime tant. Mais quand on parle de ce qui s'est passé, de cette famille hierroise touchée au cœur, on ne peut pas commencer par vous parler de la rénovation de la rue X ou l'amélioration d'un espace vert ou la création même d'une place de crèche. On ne peut que former des vœux d'abord pour notre pays, car 2015 marquera l'histoire, oui, de la France. Plus rien ne sera jamais pareil après ces massacres les plus importants depuis la guerre dans les rues de Paris. Il marque, c'est sûr, la fin d'une époque, celle d'une certaine insouciance et d'un pays qui croyait en avoir définitivement terminé avec la guerre. Le 13 novembre, une nuit noire s'est abattue sur la France et nous a glacé d'effroi. Nos compatriotes, d'ailleurs, ont soudain compris ce que voulait dire être français. Car comment pouvoir vivre serein quand vos enfants ou vos parents se font du jour au lendemain tirer dans le dos par celles et ceux qui, même sur notre sol, haïssent nos valeurs, notre pays, et veulent nous exterminer comme peuple libre. Alors, comme je l'avais dit au président de la République quand il m'avait reçu après les attaques contre Charlie Hebdo, il ne s'agit plus d'attentat. Nous devons ôter ce mot
Il s'agit d'une vraie guerre. Or, on ne gagne pas une guerre avec des mots, avec des paroles, mais avec des actes. On ne gagne pas une guerre à moitié avec des moitiés d'actes. On est vaincu ou vainqueur. Voilà pourquoi je forme le vœu, je pense avec vous tous, quelles que soient nos opinions politiques et d'où nous venons, quelles que soient nos origines, nos religions, nos croyances, je forme le vœu que notre pays, ou plus exactement, soyons francs, nos dirigeants politiques, mettent fin à cet aveuglement idéologique qui a expliqué leur impuissance. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Alors oui, j'ose dire, assez de ce déni permanent de réalité, assez de ces manipulations médiatiques, de cette multiplication des postures, de ces plans de communication à la noix qui ne trompent personne. Nous payons cher, très cher, l'irresponsabilité d'une classe politique, de droite et de gauche, qui est responsable de ce qui s'est passé malgré tout, hérité d'un 68 qui pensait que tout le monde, il était beau, il était gentil, et que finalement tout se valait. Eh bien non, il y a des valeurs, les nôtres, les valeurs de la civilisation française, liberté, égalité, fraternité, de la République, qui valent dans notre cœur plus que d'autres, et nous devons apprendre à les défendre. Voilà pourquoi je forme le vœu cette année, et pardonnez-moi ce ton un peu grave en ces vœux municipaux, mais une ville n'est pas à l'écart du monde, une ville n'est pas une île. La ville d'hier, comme nos villes voisines, sont en France. Je forme le vœu que nous passions enfin des paroles aux actes. Passer des paroles aux actes, c'est tout d'abord cesser d'avoir toujours un temps de retard en matière de lutte contre le terrorisme. Pourquoi, par exemple, l'état d'urgence n'a-t-il pas été mis en œuvre dès le mois de janvier, comme je l'avais proposé au président de la République? Passer des paroles aux actes, ce serait, soyons concrets, incarcérer et éloigner sur un territoire lointain les 250 djihadistes recensés de retour de Syrie et aujourd'hui présents en France. Passer des paroles aux actes, ce serait de contrôler réellement nos frontières. D'ailleurs, c'est curieux, on a été capable de mettre des portiques pour une écotaxe sur toutes les routes de France et on n'est pas capable de mettre ces portiques à nos frontières pour vérifier les plaques d'immatriculation. Ce serait de ne plus laisser les islamistes au milieu d'autres détenus dans nos prisons. Et j'en ai visité une il n'y a pas si longtemps et ils étaient au milieu des détenus en circulation libre. Ce serait abroger la terrible loi Taubira qui a supprimé l'incarcération pour tous les délinquants condamnés à 5 ans et moins de prison et qui nourrit une terrible délinquance toujours plus arrogante et toujours plus violente. Ce serait offrir à nos forces de l'ordre, et on pense à eux, et je salue le commissaire Lucas de Montgeron, son adjointe, le commandant Bonis, et tous les forces de l'ordre de notre pays et de notre région et de notre ville. Ce serait offrir à nos forces de l'ordre les matériels dont ils ont besoin. C'était le sens de ma proposition d'accorder la réserve parlementaire, ce crédit qu'on donne aux associations chaque année des députés et sénateurs, aux forces de l'ordre pour leur équipement. Je n'ai pas eu une réponse de mes collègues et on m'a traité de démago parce que j'avais proposé que cette somme de 130 000 € qu'on affecte à des associations soit affectée aux forces de police. Ce serait aussi passer de la parole aux actes, mettre fin à une politique étrangère ambiguë à l'égard de pays comme le Qatar ou l'Arabie saoudite qui ont pris l'habitude d'acheter les hommes politiques français. Ce serait cesser de se mettre à genoux devant la Turquie qui achète le pétrole de l'État islamique. Ce serait de ne pas laisser constituer en Libye un nouveau foyer d'infection qui va déstabiliser notre Maghreb, si proche et si ami. Ce serait rétablir un service national et civique pour apprendre aux jeunes Français à défendre leur nation et à ne pas se faire tuer sur un trottoir de Paris. Ce serait de ne plus tolérer dans notre pays les communautarismes, quels qu'ils soient. L'heure est grave, mais oui, mes chers concitoyens, tant la faiblesse de nos dirigeants met en danger notre sécurité désormais et notre vie. Il n'y a pas, contrairement à ce que l'on veut faire croire, de fatalité, à subir les assauts de ces fous furieux, à la condition, bien sûr, de se rassembler, de se donner les moyens de vaincre l'ennemi. Edmond Rostand nous disait « C'est la nuit qu'il faut croire à la lumière ». C'est une belle phrase, je trouve. Alors, un pays comme la France, à l'histoire millénaire, capable de magnifiques réalisations et porteuse des plus belles valeurs de l'humanité, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour lesquels nos parents, nos grands-parents, nos aînés se sont fait tuer, ne seraient pas capables d'en finir
avec une bande de 30 000 illuminés qui nous terrorisent. Et l'Europe, l'Allemagne, les autres, les Américains ne seraient pas capables d'en finir avec ces fous furieux? Quand même. Alors moi, je vous le dis, ce que nous vivons en matière de terrorisme doit être un électrochoc pour notre société, pour notre pays, pour l'Europe. Et voilà pourquoi je voulais former ce vœu grave pour notre pays. Avant de passer aux affaires municipales, qui sont l'objet de notre soirée, je voudrais aussi vous dire que je forme le vœu que le même défaitisme ne règne pas dans d'autres domaines. Certes, moins grave encore que quand on voit la souffrance que subissent les chômeurs dans notre pays. Mais là aussi, faudrait-il que nos dirigeants aient la volonté de défendre leur peuple et leur nation. Je pense au domaine économique et social ou à la question migratoire. Comment lutter, par exemple, contre le chômage de masse qui ronge les familles? Et nous avons tous ailleurs des amis chômeurs. Nous avons même eu, au cours des dernières années, des femmes et des hommes de 50 ans qui se sont suicidés parce qu'ils étaient au chômage et qui n'avaient plus de sens à leur vie. Nous le savons tous. Alors moi j'aimerais, oui, que l'on n'accepte plus cette concurrence déloyale de pays qui esclavagisent les ouvriers et qui polluent la planète. Alors je le sais, on me traite parfois de rêveur. Mais je ne vois pas pourquoi d'un côté, les PME, les artisans, les commerçants, et il y en a beaucoup ailleurs, seraient toujours surtaxés, tondus, je dirais même plus. L'empereur Auguste disait, vous pouvez tondre, mais n'écorchez pas le peuple. Eh bien, nos entreprises ne sont plus tondues, elles sont écorchées. Pourquoi d'un côté, des entreprises tondues, écorchées, pour alimenter des comptes sociaux ouverts au monde entier, et de l'autre des produits qui arrivent sur notre sol et qui ne respectent aucune norme? Comment peut-on lutter quand on voit les multiplications de faillites? Alors oui, moi je crois à la libre concurrence. Je ne suis pas collectiviste. Je crois que c'est un facteur d'émulation, de progrès. Mais la concurrence, oui, loyale, mais pas déloyale, de pays qui trichent avec toutes les règles du jeu. Et d'ailleurs, ce sont nos entreprises qui vont tricher là-bas, exploiter des gens qui meurent sous des bâtiments qui s'effondrent au Bangladesh pour faire toujours plus de profit et par ailleurs mettre au chômage nos concitoyens. Mais combien de temps on va accepter ça? Alors oui, je forme le vœu qu'en 2016, on puisse réagir. Je ne vais pas être plus long sur ces sujets, mais je veux juste vous donner une anecdote. Cette semaine, vous avez peut-être entendu, la Commission européenne ouvrait des négociations pour abaisser toutes les barrières douanières avec la Chine. Des entreprises d'État subventionnées qui prennent tous nos marchés, qui rachètent nos entreprises. C'est-à-dire que nous sommes victimes d'une bataille économique que nous sommes en train de perdre parce que nous ne combattons pas. Eh bien, il faudrait revenir à l'état de jungle économique. Savez-vous qu'il n'y a plus que 2 producteurs en Europe qui savent fabriquer un panneau solaire de A à Z? Et donc, on fait des réductions d'impôts pour mettre des panneaux solaires sur votre toit qui sont fabriqués en Chine. Je voudrais vous dire aussi que dans le même esprit, je forme le vœu que l'opinion française se réveille, et là, quels que soient les partis politiques aussi, pour dire non à ce fameux traité transatlantique qui signerait définitivement la fin de la qualité alimentaire en France et en Europe, à moins que vous ayez mangé les poulets lavés à l'eau de Javel et des bœufs aux hormones. Je demande, encore une fois, que notre pays retrouve sa liberté d'agir. Et je suis absolument convaincu, souvent vous entendez à la radio, à la télévision, que je serai contre l'Europe. Mais l'Europe, ce n'est pas la misère, la sauvagerie, le détricotage de tous les droits sociaux. L'Europe, c'est autre chose. Alors ne confondons pas ce qu'on a fait de l'Europe et la belle Europe qu'on aime, celle de la diversité, des langues, de l'identité, celle de pays magnifiques qui ont forgé notre civilisation. C'est pourquoi, je le dis, et je sais que j'ai été parfois critiqué, ici ou là, qu'il est quand même ahurissant de voir des dirigeants politiques devenus des marionnettes, acceptés comme cela, que d'un coup, 1 million de migrants arrivent sur notre sol. Je n'aime pas cette fausse générosité, parce que ces hommes en plein âge, leur pays d'origine en ont besoin. Et que ce n'est pas en vidant l'Afrique, en vidant le Maghreb, en vidant le Moyen-Orient, de toutes ces forces vives qu'on va aider ces pays à s'en sortir. Ce n'est pas non plus en installant sur notre sol des gens qui ne partagent pas les mêmes civilisations, qui n'ont pas eu les mêmes habitudes, qui sont seuls, que l'on va régler les problèmes, surtout au moment où il y a un temps de chômage. Alors moi, je vous l'ai dit, j'ai été en août à la frontière avec ma femme, entre la Turquie et la Grèce. Nous avons vu de notre propres yeux des apprentis terroristes qui se dissimulaient parmi les pauvres migrants. Et quand on l'a dit à notre retour, personne ne nous a cru. Nous avons vu, début septembre à Calais,
le plus grand bidonville d'Europe, qui fait honte à la France et à la République. Nous avons vu tout cela, j'ai tempêté, proposé des solutions pour que ces pauvres migrants vivent chez eux, qu'on les aide chez eux, bien sûr. Il ne s'agit pas de les rejeter sauvagement. Mais où est la vraie sauvagerie? Ceux qui les font venir en les exploitant, pour les mettre dans nos usines, en laissant nos concitoyens au chômage, en créant des drames, ou ceux qui prévoient le développement de l'Afrique, du Maghreb, la paix en Syrie? Voilà la vraie responsabilité politique. Alors je ne veux pas être plus long là-dessus, mais je veux vous dire une chose. Quand les États n'incarnent plus l'intérêt général, quand les hommes politiques ne pensent qu'à leur carrière, dans leur petit parti, au chaud, pour leur progression, quand l'État n'est plus là, quand la politique ne sert plus à donner un horizon, un cap, des moyens, à traiter les problèmes, eh bien, on a l'état de jungle. On l'a vu à Cologne, au Nouvel An. On n'a pas entendu les féministes qui d'habitude défendent les femmes, parce qu'on ne peut pas accepter ce qui s'est passé dans toute l'Europe. Eh bien, c'est l'état de jungle. Et quand il y a l'état de jungle, il y a les amalgames et il y a les haines qui ressurgissent, qui ne sont pas belles non plus. Je forme donc le vœu qu'un peu de bon sens préside à nouveau aux décisions des grands de ce monde et que chaque peuple puisse vivre en sécurité, en harmonie et dans la dignité dans son propre pays. Alors, je voudrais pour cela vous dire qu'il faudrait tout simplement que nos dirigeants écoutent leurs concitoyens, ne vivent pas dans des châteaux préservés de tout, qu'ils respectent leur peuple. Comme je crois profondément à la démocratie, je pense que l'Europe se sauvera en respectant les peuples, les nations, et en partageant de beaux projets de coopération. Et c'est dans cette période bien sinistre qu'il ne faut pas oublier que la France et les autres pays, nos voisins allemands, italiens, anglais, ont des atouts considérables, des richesses considérables. Et donc, c'est juste une capacité à retrouver pour les utiliser correctement, au service de tous. Et je crois, en tout cas je forme le vœu, que la confiance revienne entre les dirigeants et leurs citoyens. Et les citoyens, ce n'est pas les leurs d'ailleurs, de moins en moins. Mais pour cela, encore une fois, il faut écouter les Français, partir de leurs besoins réels et non imaginaires, entendre leurs souhaits profonds. Et finalement, n'est-ce pas cela la démocratie? Alors d'une certaine manière, et cela fera la transition pour nos affaires locales, c'est cette recette, la démocratie, que très modestement, nous tentons d'appliquer dans notre bonne ville de hier depuis 20 ans maintenant. Mes pauvres, peut-être. En tout cas, je sais qu'il y en a qui aimeraient que ce soit plus court, mais il y en a d'autres qui aimeraient, je l'espère, que ça dure encore. En démocratie, ce sont les habitants qui doivent décider pour eux-mêmes. Et les élus ne sont là, mes amis, que pour mettre en œuvre leurs souhaits profonds. Comme un orchestre se doit de jouer fidèlement la partition du compositeur. Alors tout au long de ces mandats que vous nous avez confiés par l'élection, notre méthode, je le crois sincèrement, n'a pas changé. Et notre politique est très constante, car elle procède tout simplement de votre vision, j'allais dire de notre vision commune pour notre ville. Une vision qui n'est pas tombée du ciel, une vision qui s'est construite par des échanges permanents entre vous et nous, entre les élus ici présents et les habitants. Échange qui nourrit, je l'espère, un respect mutuel. Nous avons sans doute commis des erreurs, mais nous vous avons toujours respecté du fond du cœur. Et c'est ce respect mutuel qui, je crois, permet d'avancer, car rien ne peut avancer sans respect dans une collectivité. Et ce n'est pas un hasard si nous avons été, et j'en suis très fier avec vous tous, les premiers à mettre en œuvre en France les conseils de quartier. Pas des conseils de quartier pour faire du cinéma, des conseils de quartier où vraiment on recense tout et vous le savez, on note toutes vos demandes. On ne peut pas y répondre toujours, bien sûr. De même que, il faudrait en recommencer d'ailleurs, nous avions fait un référendum local, souvenez-vous. Et je pense que nous devrions en faire d'autres. Mais cela participe pas seulement d'un conseil de quartier, d'un référendum local ou d'une élection. Cela participe aussi, et j'insiste,
de la capacité des services municipaux à être en alerte quotidienne pour répondre à vos préoccupations, entendre vos critiques, tester vos propositions. Et certains d'entre vous, d'ailleurs, le savent bien, car j'ai parfois un peu tort, mais je donne trop souvent mon numéro de portable et je leur demande de m'envoyer des SMS, à la fureur des directeurs de service, à qui je répercute les SMS le dimanche soir, ou même dans la journée ou dans la nuit, quand vous m'en envoyez. Donc n'abusez quand même pas. Mais c'est une méthode à laquelle je crois dur comme fer, parce que nous sommes sous contrôle. Et nous essayons d'être à votre écoute. Bien évidemment, il ne s'agit pas de vous dire oui à tout, et à tout le temps, mais de ne jamais laisser la routine s'installer entre nous. Alors nous avons fêté ensemble, en cette fin d'année 2015, notre 20e anniversaire de vie commune. Certains m'ont dit d'ailleurs, tu ne dois pas parler du 20e anniversaire, parce que s'ils s'aperçoivent que ça fait 20 ans qu'on est là, ils vont être lassés. Mais je ne vois pas pourquoi on cacherait ces belles années. 20 ans, c'est une belle année pour un couple. Moi, j'ai fêté les 25e anniversaires avec ma femme, donc c'est une belle année, et je la salue. C'est beaucoup plus dur pour elle de me supporter que pour vous. Je veux dire très clairement, vous allez recevoir dans quelques jours, dans votre boîte aux lettres, un petit bilan que j'ai rédigé moi-même. J'ai retrouvé les vieilles photos et j'ai essayé de réfléchir à tout ce qu'on avait fait ensemble, non pas pour revenir vers le passé, mais pour mieux préparer l'avenir et pour voir comment on pouvait s'améliorer encore. Et vous relirez les premières brochures que nous vous avions envoyées en 1995. Vous nous aviez élus à l'époque pour sauver l'essentiel, car notre ville était bien malade. C'est-à-dire assainir nos finances, lutter contre le bétonnage qui défigure tant de villes de notre environnement, rétablir la sécurité, qui est la première des libertés, et retrouver une harmonie sociale. Eh bien, inlassablement, année après année, nous n'avons pas changé ces 4 objectifs. Nous les maintenons. Et avec tous les élus avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler, et que je remercie cette équipe-là, mais aussi les précédentes, nous avons tenté de donner corps à la devise de hier, la douceur de vivre. La dette a été divisée quasiment par 2. L'environnement a été protégé de l'appétit des bétonneurs et des promoteurs, qui d'ailleurs n'osent plus venir me voir, c'est bon signe. La preuve, c'est que nous avons au dernier recensement, et moi j'en suis fier, le même nombre d'habitants qu'il y a 20 ans, 29 000. Et j'ai d'ailleurs toujours dit avec l'équipe municipale que nous préférions 30 000 habitants heureux que 40 000 malheureux. Quant au taux de délinquance, il a été réduit d'1 tiers depuis 1995, à une époque où il a explosé en France. Aujourd'hui, il est ailleurs de 34,9 pour 61,8 en Essonne, et c'est la moyenne. Et je ne parle pas par charité des villes aux alentours. Enfin, il suffit de se promener, alentours lointains, je ne veux pas me fâcher avec mes voisins. Enfin, il suffit de se promener en ville, de visiter nos écoles, nos équipements sportifs et culturels, la plupart refaits à neuf, de connaître la qualité de nos services publics, de nos innovations sociales, pour se rendre compte du chemin parcouru. Pour autant, il reste énormément à accomplir. Et je sais bien que tout n'est pas encore parfait, loin de là. C'est pourquoi, pour 2016, je vous invite à relever ensemble quelques défis. Il y en a 3. J'ai élagué par rapport aux années précédentes parce que je sais que je suis toujours trop long. Et moi, je trouve que ce n'est pas trop long pour l'instant. Enfin, peut-être, on va essayer d'accélérer. 3 défis ensemble que je vous propose de relever pour 2016. Et on va y arriver, vous verrez. Le plus dur, c'est le défi financier. Le gouvernement, vous le savez, a décidé de faire les économies aux autres. C'est tellement plus simple. Moi, je trouve ça génial. C'est comme si hier, on disait le budget de la ville va continuer à croître, mais vous, les associations, on vous supprime le tiers de vos recettes. Et puis si vous plaignez, c'est de votre faute. Non. Oui, le gouvernement ne réduit pas la croissance du budget de l'État, ne réduit pas la croissance des dépenses sociales, mais il réduit d'1 tiers les dotations aux collectivités. 11 milliards en 3 ans, c'est énorme. Pour hier, ça veut dire 3 millions en 3 ans de recettes. C'est 10% de notre budget de fonctionnement. C'est 15% de la fiscalité. Ces 3 millions d'euros, c'est l'équivalent du salaire d'une centaine d'agents avec les charges. Ça veut dire que si je devais obéir à l'État, je devrais supprimer 100 postes sur les 500. Je ne sais pas si vous imaginez
que c'est le plus grand plan social de France. Mais ce n'est pas l'État qui va subir l'impopularité, ce sont les élus locaux qui sont mis entre le marteau et l'enclume. Alors nous avons décidé l'an passé de faire des économies drastiques. Et nous avons économisé plus de 1 500 000 € de dépenses, et je ne vous passe les détails, c'était dans le journal. Nous avons malheureusement augmenté la fiscalité de 1,9% globalement, rien sur la taxe foncière, 3,9% sur la taxe d'habitation, pour payer uniquement la réforme des rythmes scolaires stupides imposée par Madame Vallaud-Belkacem. Et j'ai promis, je tiendrai cette promesse avec tous les élus, de rendre cet argent aux Hiérois par une baisse de 1,9%, dès que, je l'espère, en 2017, nous pourrons annuler cette réforme qui fatigue les enfants, qui épuise les enfants et qui est mauvaise pour leur rythme. Et je l'espère qu'un jour, on ouvrira les yeux, tous les enseignants qui sont dans la salle le savent. Mais sinon, pour l'année 2016, il n'y aura pas de hausse d'impôts sur la part communale, ni d'ailleurs sur la part intercommunale de l'agglomération, ni sur celle du SIAG, ni sur celle du CIVOM. Nous ferons des économies, encore des économies. Notre plan d'investissement dans les quartiers sera maintenu, mais à un rythme, et je m'en excuse pour les voiries, plus modéré, car il faut être raisonnable. Nous concentrerons tous les crédits l'année prochaine sur l'école Brossolette, qui sera entièrement reconstruite et qui est la dernière école qui était dans un état lamentable, et même qui ne pouvait plus durer. Et puis nous continuerons un peu plus lentement la rénovation des rues, Fougères, Pinson, la nouvelle allée du parc que nous avons nommée allée rue Lucienne Carpentier, en hommage à cette femme formidable, résistante, infirmière, dont vous vous souvenez peut-être, ancien combattant, qui a habité le centre-ville pendant des années. Et puis aussi la rue Émile dans le quartier du Tailly, parce qu'il faut faire un effort de reconquête de nos trottoirs dans le quartier du Tailly qui a du retard. Nous améliorerons aussi quand même nos équipements sportifs et culturels avec la fin des travaux du stade Léo-Lagrange, le réaménagement intérieur du casin de la propriété Caillebotte, et puis, je l'espère, l'agrandissement de la Dorlote pour offrir 20 nouveaux berceaux. Je voudrais à cet égard remercier le personnel communal sur qui repose tout et qui a des trésors d'imagination pour faire plus avec moins. Je veux vraiment le remercier, j'aimerais que vous les applaudissiez parce que nous avons des agents exceptionnels. Je voudrais aussi demander à chaque Hiérois, franchement, de faire un peu preuve de civisme pour réduire les coûts de fonctionnement de notre commune. Je pense notamment à la propreté. Et j'annonce d'ores et déjà une très forte augmentation des amendes pour tout papier, mégots et autres déchets sur la voie publique. Ça ne peut plus durer. Et nous serons, je ne sais pas si on va y arriver, je verrai ce qui est légalement possible, mais si c'est 150, 200 €, ça sera 200 €. Ça ne peut plus durer de voir qu'on dépense des centaines de milliers d'euros pour uniquement le manque d'incivisme de nos concitoyens, d'une minorité bien sûr, parce que vous êtes parfaits. Mais je vous demande de faire vous-même aussi un peu la police et de faire des remarques à ceux qui méprisent notre cadre de vie, parce que finalement, nous payons leur mépris et ça commence à faire cher. Je voudrais aussi dire, je n'avais pas concerté avec mes élus, je m'en excuse, parce que je ne voulais pas qu'ils me disent non, que nous allons demander encore un effort supplémentaire aux élèves des écoles pour nettoyer un peu plus leur classe. Et je pense que ça doit pouvoir se faire, parce que je ne vois pas pourquoi en Allemagne et au Japon et dans tous les pays du monde, ce sont les élèves qui nettoient leur classe et qu'en France, il faudrait que nous, la collectivité, nous le fassions. Eh bien, nous l'avions déjà demandé, ils ont fait un gros effort, et bien ils vont faire un tout petit en plus. Et si ça peut permettre de créer 10 places de crèche supplémentaires, je pense que c'est mieux d'avoir 10 places de crèche et que les enfants, vous m'en voulez pas les jeunes, vous appreniez à pousser un peu le balai, vous montrerez l'exemple et on verra si vous êtes réélus. Sur le plan financier, malheureusement, le département de l'Essonne affronte une grave crise financière. Je ne sais pas si le président François Durovray est toujours là, mais je veux lui dire deux choses. La première, c'est que nous sommes solidaires de ces efforts pour remettre de l'ordre dans un département qui a connu une folie dépensière avec une dette de plus de 1 milliard d'euros. Je sais qu'il fait face à une situation extrêmement difficile,
et il aura toujours, avec Olivier Clodon et Martine Sureau, notre soutien. Mais je le supplie aussi de ne pas augmenter trop fortement les impôts départementaux pour pas que les habitants de notre secteur soient écorchés après avoir été tondus. Et je le dis parce que j'estime qu'il y en a assez des profiteurs des aides sociales. Je pense notamment à la fraude au RSA, qui est un scandale public. Il est normal d'aider tout concitoyen qui traverse une passe difficile. Et il y a suffisamment de souffrance et de misère pour l'accepter. Mais il n'est pas normal de voir la solidarité, notre argent, détourné par des fraudeurs professionnels. Et j'invite vraiment à ce que cela cesse. Le deuxième défi, il n'y en a que 3. Le deuxième défi est celui de l'intercommunalité. Alors vous en avez peut-être entendu parler, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Il est d'abord lié à défi financier. Mais ça va être peut-être un peu technique, mais je veux en parler. Parce que dans la vie, il faut toujours dire les choses franchement. Une agglomération, moi j'ai toujours été contre les agglomérations, je vais vous dire franchement, parce que je ne vois pas l'intérêt d'ajouter des strates, des échelons. On a le génie en France. En France, il devrait y avoir la commune, le département et l'État. On a inventé des trucs, bon, mais c'est comme ça. Les élus adorent se rassembler, discuter entre eux, comme ça ils n'agissent pas. Je voudrais dire très clairement, le seul intérêt de l'agglomération, c'est de pouvoir faire ensemble ce qu'une commune ne pouvait pas faire seule. C'est l'esprit dans lequel on a travaillé dans le Val d'Hier, les 6 communes. Je ne sais pas si Romain Collat est arrivé, Georges Pujals et les autres, arrivé, reparti, parce qu'il y a beaucoup de vœux, mais nous sommes très unis. Quelles que soient nos couleurs, on s'est toujours très bien entendus. La quasi-totalité des délibérations étaient prises à l'unanimité. Je ne suis qu'un président qui tient le stylo de règles prises en commun. Et nous avons travaillé dans un bon esprit parce que nous n'avons pas voulu ajouter de dépenses supplémentaires de fonctionnement, très peu. Nous avons le plus faible dépense par habitant de l'Essonne en dépenses de personnel, même plus faible que nos voisins du Val-de-Seine. C'est-à-dire qu'il y a très peu de services fonctionnaires. Mais en revanche, nous avons tout misé, l'aide de l'État. L'État donne 50 € par habitant pour les communes qui sont ensemble. Cet argent, nous l'avons investi et nous sommes ici grâce à cet argent de l'État. Il faut être honnête. Tout l'argent qu'on a reçu, les 6 communes du Val d'Hier, on l'a mis de côté pour construire des beaux équipements qu'aucune commune n'aurait pu se payer. Ce sont nos piscines, nos salles de spectacle, nos bibliothèques, nos écoles, le fil vert sur 22 km, l'amélioration des transports par bus. Et ces équipements répondaient à de vrais besoins car la fréquentation a doublé, notamment dans les piscines, doublement de la fréquentation. Dans les salles de spectacle, les abonnements, dans les transports, pas doublé, mais plus 25% d'usage des bus. On a certes emprunté, mais nous avons bénéficié des aides de l'État, de la région et du département, qui aujourd'hui, coup de peau pour nous, n'existent plus. Donc, si je puis dire, je pense qu'on a eu raison, très immodestement, d'accélérer et de faire les choses quand on pouvait le faire. Alors, aujourd'hui, l'État a décidé de nous marier avec nos voisins. Et moi, je suis heureux de ce mariage pour 2 raisons. Parce qu'on aurait pu avoir un mariage forcé horrible avec, je ne sais pas qu'il soit méchant, les portes de l'Essonne, c'est Savigny, Morangis, c'est au diable, on met 1h30 pour y aller, il faut passer par Évry, ça n'avait aucun intérêt. L'État, au départ, nous avait marié le Val d'Hier, les 3 communes du Val-de-Seine, Vigneux, Montgeron, Draveil, je dis toujours Draveil, je ne sais pas pourquoi. Et ben voilà, avec les autres. J'ai bataillé comme un fou, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des journalistes peut-être dans la salle, ne le dites pas. C'est un jour à l'Assemblée, j'ai pu coincer Manuel Valls à la sortie des toilettes et je lui ai dit « C'est pas possible, tu connais l'Essonne, tu ne peux pas nous imposer une fusion qui n'a aucun sens. Est-ce que quelqu'un qui habite Morangis va venir au spectacle ailleurs? C'est absurde. Alors, un mariage, il faut qu'il ait un sens, sinon il ne durera pas. Et on sera malheureux. Ou alors un mariage forcé, mais ce n'est pas notre civilisation. Je reviens au discours du début. Manuel Valls nous a entendus. Bon, une fois, le gouvernement fait quelque chose de bien, je ne vais pas le critiquer. Il a dit, d'accord, il y aura une exception pour le Val d'Hier et le Val-de-Seine. Donc, il y a un beau mariage entre villes qui sont identiques, de même esprit,
qui peuvent travailler ensemble, qui sont autour de cette belle forêt de Sénart. Alors, bien sûr qu'on est différents. Nous, on a des équipements en parfait état et une petite dette. Eux, ils n'ont pas de dette du tout, mais il faut tout rénover. Alors, je le dis très clairement, il faut harmoniser. Et la loi prévoit deux choses. Une harmonisation de la fiscalité. Nous, on a une petite fiscalité en plus, eux ne l'ont pas. Ça veut dire très clairement que les impôts vont légèrement baisser chez nous, légèrement augmenter chez eux. Je comprends leur colère. Ils disent, c'est pas normal, nous n'allons pas financer le CEC d'hier, la piscine de Brunoy, etc. Alors, heureusement, il y a eu une disposition législative votée à l'Assemblée nationale, grâce à Romain Collal, député maire de Boussy, que j'ai approuvé, qui permet de lisser sur 12 ans l'harmonisation. Ce qui fait qu'au début, ce sont les Val-d'Irois qui vont payer leurs dettes, et que dans 12 ans, nous aurons exactement le même taux d'impôt, et ça permettra d'avoir le même service public au même taux d'impôt. Et nous nous proposons, nous les maires du Val-d'Hier, eh bien, d'investir en priorité chez eux, de manière à ce qu'on s'harmonise. C'est une belle proposition que nous faisons, et je pense que cette convergence sur 12 ans est une bonne chose. Alors, c'est vrai que ça fera 2 euros par an de plus pour les habitants du Val-de-Seine. 2 euros. Mais cela permet déjà aux habitants du Val-de-Seine d'avoir les spectacles ici gratuits. Pas gratuits. Moins cher. Ce n'est pas une promesse. Mais moins cher, c'est-à-dire au prix du Val-d'Hier. Cela permettra d'investir, de travailler ensemble. Alors je veux le dire très certainement, je suis absolument convaincu qu'une solution juste et équilibrée sera approuvée par toutes les villes, permettant d'harmoniser notre service public sur l'ensemble du territoire, et aussi, parce que c'est l'objet de ces grandes communautés d'agglomération, de réaliser des économies ensemble, en regroupant certaines tâches. C'est ainsi d'ailleurs que sur le Val-d'Hier, personne ne nous remercie jamais parce qu'on ne voit jamais les baisses et on voit que les hausses. Nous avons fait baisser le prix de l'eau de 14%. Personne ne l'a vu, mais il y a eu une réelle baisse. Et je veux dire que cette agglomération Val-d'Hier-Val-de-Seine représente un bel espace de coopération. Et plutôt que de se chamailler sur des détails et de regarder dans le rétroviseur, j'invite tous les élus à se projeter dans 30 ans. Quelle vision nous avons de notre territoire? Quelles sont nos priorités? N'oubliez pas ce que disait Mendes France, gouverner c'est choisir, surtout quand l'argent est rare. Alors oui, moi je rêve d'un territoire harmonieux, entre les forêts de Lagrange et de Sénart, où l'on ne construit pas trop, où l'on reste en lien avec notre environnement, avec la nature, où l'on s'occupe enfin de cette forêt de Sénart qui est massacrée par l'ONF et par l'État, et qui est une honte du secteur. Un territoire où l'on se déplace encore mieux, avec des bus plus fréquents, plus sûrs, moins polluants, avec des autolibres, oui, chers collègues des autres villes, mettez des autolibres dans les autres villes, car la voiture partagée est l'avenir de demain, et la révolution de demain. Et je sais, parce qu'on a toutes les statistiques, que nos autolibres sont souvent utilisés rue Brossolette par des gens de Montgeron qui les prennent. C'est une révolution et je vous invite à les utiliser. Un territoire aussi qui saura protéger cet environnement exceptionnel aux portes de Paris, se défendre vis-à-vis d'Orly, qui a tendance à s'étendre trop, d'où la nécessité d'avoir un 3e aéroport en dehors de l'Île-de-France. Car je vous le répète, quel est le sens de protéger l'environnement en étouffant, en asphyxiant les 12 millions d'habitants de l'Île-de-France et en préservant l'environnement des terres où il n'y a que des lapins? Puisque les écologistes nous disent que le 3e aéroport est dangereux pour l'écologie. Mais d'avoir 1 million de personnes autour d'Orly qui respirent mal, ce n'est pas, soi-disant, la priorité des écologistes. Alors moi, je vous dis qu'il faut que nous pesions pour maîtriser l'aéroport d'Orly. C'est un combat majeur pour les prochaines années. Un territoire qui débloque le fameux bouchon de Villeneuve-Saint-Georges grâce au pont entre Vigneux et Athis-Mons. Et je sais que François Durovray a relancé les études. Et j'espère qu'avec la région, le département et nous, on va arriver quand même à construire ce fameux pont. Je n'ose plus vous en parler. Un territoire qui se bat mieux pour le RER, pour qu'il ne soit pas le parent pauvre de l'Île-de-France, et vous m'avez entendu là-dessus beaucoup. Un territoire qui, enfin, rapatrie les emplois, grâce notamment au très haut débit, qui sera totalement fini sur notre ville, installée fin mi-2016. La première ville de France, hors grandes agglomérations style Paris ou Lyon, qui bénéficie du très haut débit,
Ça a commencé aussi à Crosne, Brunoy, l'ensemble du Val d'Hier sera câblé dans les 2 ans qui viennent, grâce à un partenariat exceptionnel avec Orange, sans que cela coûte un sou à la collectivité. Et bien évidemment, nous souhaiterions faire la même chose dans le Val-de-Seine, si vous le souhaitez. Unis, nos 9 communes pourront peser davantage pour faire respecter ce modèle de développement équilibré. Et c'est ça l'enjeu de cette communauté d'agglomération, donc je vous invite à voir loin et haut. Le 3e défi, et j'en finis, est celui de l'harmonie. J'ai essayé de réfléchir, à force, je commence à réfléchir à ça, à ce qui fait le vivre ensemble, au-delà des slogans qu'on entend à la télévision toute la journée, vivre ensemble. Passons, je ne veux pas en dire plus. Vivre ensemble, c'est quoi? C'est accepter volontairement un certain nombre de règles communes pour le plus grand bien de tous. Et pour cela, une ville, une municipalité a une tâche difficile. Il faut être à la fois ferme et attentif. Ailleurs, je ne veux pas qu'on oppose, comme souvent ailleurs, la sécurité et le progrès social. Pourquoi celles et ceux qui ont moins de moyens que les autres devraient, de surcroît, tolérer dans leur quartier les désordres et les menaces d'une petite minorité de voyous? On s'est habitué en France à tolérer, en fait, à repousser les difficultés chez les plus modestes. Si les beaux quartiers vivaient une journée ce que vivent les citoyens qui vivent en HLM, je peux vous dire que ça ne durerait pas. Alors moi, j'aimerais que tous les magistrats d'Évry fassent un stage à Lely, à la Forêt, au Tournelle et ailleurs. Le premier stage à faire pour les magistrats, c'est de les mettre 1 mois dans un HLM pour qu'ils vivent ce que vivent nos concitoyens. Et peut-être qu'ils agiraient différemment quand ils prononcent des sanctions. Alors oui, dans notre ville, nous voulons prendre à bras-le-corps les problèmes qui existent, comme partout. 2016 sera l'année du passage à une police municipale, 24 heures sur 24 et armée. Nous avons recruté plusieurs agents supplémentaires, renforcé notre réseau de vidéoprotection et en coopération avec la police nationale, que je salue encore, le commissaire Lucas avec qui nous travaillons très bien, harcelé cette année les trafiquants de drogue comme l'année dernière. Nous avons pu en arrêter un réseau, mais il a fallu que nos policiers procèdent à 2 démantèlements pour qu'enfin les auteurs du premier, qui avaient recommencé parce qu'ils avaient été libérés dans la journée, soient vraiment incarcérés. Et encore, d'autres ont repris. C'est une lutte sans fin parce que nous ne sommes pas soutenus par la justice et par les lois. Ce n'est pas seulement la faute des magistrats, il y en a des très bien sûr. Mais combien de temps allons-nous laisser une petite minorité, une toute petite minorité, déconsidérer la jeunesse? Car notre jeunesse n'est pas délinquante, car nos jeunes ont envie de réussir dans la vie. Combien de temps allons-nous subir cela? Alors je le sais, nous faisons la chasse aux motos, bruyantes, aux rodéos, et nous continuerons, comme la semaine dernière, merci d'en avoir saisi une. Je regrette simplement que nos policiers ne soient pas soutenus par la justice française. La tranquillité et la sécurité sont la première liberté. Mais l'harmonie d'une ville dépend, bien évidemment, d'une capacité à vivre ensemble. Et pour cela, je maintiens qu'il est absurde de densifier nos villes, d'ajouter toujours plus de logements. Voilà pourquoi je m'oppose de toutes mes forces à la loi Duflot, qui veut nous obliger, non pas à construire des logements sociaux, ça nous l'acceptons, mais qui a triplé les obligations des communes, comme si on pouvait construire 300 logements sociaux en 3 ans ailleurs. C'est totalement impossible. Alors vous avez vu que dans la presse, on a été traité de méchants maires qui ne voulaient pas faire du logement social. Nous, qui avons respecté à 80% les demandes de l'État jusqu'en 2014, nous qui avons investi près de 8 millions d'euros depuis 10 ans avec la SEM Habiter Ailleurs pour le logement social, nous qui avons réalisé 400 logements de qualité par petites unités, bien intégrés, nous qui avons fait ça, on a été traînés dans la boue sur les radios par une manipulation politique pour nous faire croire qu'on ne faisait pas de logements sociaux. Nous faisons des logements sociaux. Mais oui, j'assume, nous réservons en priorité les logements sociaux aux Hierrois modestes, aux familles en difficulté. C'est ça la réalité. Et nous continuerons nos efforts.
Mais ne comptez pas sur moi pour laisser dans la rue les Hierrois et pour offrir nos logements sociaux à des gens qui viennent de plus loin, parce que j'estime que notre travail, c'est de loger les Hierrois les plus modestes et de ne pas les voir partir victimes de la spéculation immobilière. Alors voilà pourquoi nous continuerons nos opérations, notamment avec une trentaine d'appartements dans l'opération privée de la rue du Maréchal Juin, puisque nous mixons toujours logements sociaux, logements privés. Nous mixons les attributions des jeunes, des familles nombreuses, des fonctionnaires, du privé, de tout, des plus anciens dans ces logements sociaux, pour qu'il y ait une harmonie, un bien-vivre. Et nous continuerons aussi avec le quartier de la Gare, où il y aura 20 studios à moins de 200 € de loyer pour que des jeunes puissent démarrer dans la vie au SMIC et pouvoir rester dans notre ville et se loger. L'urbanisme façonne une ville et nous sommes très fiers ailleurs d'encadrer très strictement les constructions. Il ne s'agit pas pour autant de tout geler. C'est le sens du projet du quartier de la Gare. C'est dans cet esprit qu'a été lancé ce quartier avec un parking de 400 places pour les usagers, une surface moyenne qui représente seulement 10% en surface de tout ce qui a été autorisé en quelques années à Montgeron. Alors qu'on ne nous dise pas que ça va être un déferlement. 6 commerces, une crèche de 40 berceaux et les 20 studios pour les jeunes et une centaine d'appartements. Malheureusement, un recours inspiré par une certaine rancune politicienne bloque pour l'instant l'opération qui, je l'espère, commencera probablement en septembre 2016 quand ce recours sera balayé puisqu'il ne tient pas la route, mais ils ne peuvent pas commencer tant qu'il y a le recours. L'harmonie, c'est savoir tendre la main aussi à ceux qui en ont besoin. Et je suis très fier de l'action sociale que nous menons ailleurs, avec l'épicerie solidaire qui aide 200 familles, et je remercie tous les bénévoles, avec l'aide au permis de conduire pour tous les jeunes, un permis de conduire à moitié prix grâce à un travail d'intérêt général. Ils sont de plus en plus nombreux. Avec la bourse au projet, pour ceux qui ont de l'initiative, qui veulent travailler, que nous aidons. Et puis aussi, j'en parle parce qu'on va l'honorer tout à l'heure, mais j'en parle pas trop parce que vous allez en parler, avec l'association Léa contre les violences faites aux femmes. Nous sommes la seule ville de France, et j'en suis très fier, à proposer, à avoir mis à disposition 7 appartements qui permettent d'héberger des femmes qui vivent ce qui n'est pas pensable de vivre dans notre société. Merci à l'association Léa. Harmonie, enfin, avec les associations, les bénévoles, la bourse au bénévolat. Je veux remercier, on va les honorer, toutes les associations, je ne vais pas les citer parce que sinon ça va. Et puis, une ville, ce n'est pas seulement de se tendre la main les uns les autres, c'est peut-être aussi d'être fier de ce qu'on fait. On ne peut pas vivre s'il n'y a pas une élévation à un moment de l'âme, si on ne se dit pas on va se grandir, on va se surpasser. Alors je sais que quand, il y a quelques années, on a dit que la propriété Caillebotte allait être le Giverny de l'Est parisien, on nous a regardé en disant « il est un peu foudingue ». Eh bien, pas à pas, petit à petit, grâce aux subventions extérieures notamment, puisque tout a été financé par l'État, la région ou le département, la propriété Caillebotte, le joyau de notre commune, est devenue la première destination touristique de l'Essonne. La rénovation d'ailleurs, l'Essonne serait bien de nous aider, plutôt que d'aider des trucs qui sont nuls. Mais je ne parle pas du président actuel, bien sûr. Mais quand je vois ce qui est acheté à Chamarande, et on se demande si ça allait à la décharge ou si c'est de l'art contemporain, je me dis que ce serait quand même mieux d'aider la propriété Caillebotte. Voilà. Bon. Désolé, ça ne va pas plaire aux artistes qui sont à Chamarande. Bon, mais c'est pas grave, ils ont déjà beaucoup de chance d'y être. Alors, je disais, pardonnez-moi, ma femme va m'engueuler, vous ne pouvez pas imaginer ce soir. Elle va me dire, mais pourquoi tu as dit ça? Il fallait que tu fasses une gaffe, tu l'as faite aujourd'hui. Mais je suis quand même content de l'avoir dit. Alors, je vous le disais, sur Caillebotte, et on va finir là-dessus, nous allons finir la rénovation cette année de la propriété Caillebotte, en 2016 et 2017. Nous mettrons aux normes sécurité et accès handicapé le Casin, dans le cadre d'ailleurs du projet pour le handicap. Car je vous le rappelle que la loi votée sous Jacques Chirac s'applique à partir de 2015 et que nous faisons énormément d'efforts pour mettre en accessibilité tous les bâtiments publics. C'est un grand enjeu de solidarité pour nos concitoyens. Mais nous ne ferons pas que ça, nous réameublerons la propriété Caillebotte, les salles du Casin,
cette grande maison blanche, comme du temps du célèbre peintre impressionniste. Mais dans l'esprit des économies budgétaires qu'il faut bien faire, les acquisitions de mobilier ne seront pas payées par les crédits publics. Ils seront payés et effectués par le fonds de dotation de la propriété Caillebotte, alimenté par les dons défiscalisés de tous ceux qui veulent aider notre ville à travers cette association. Donc, ceux qui veulent donner peuvent le faire et nous en avons beaucoup. Et c'est comme ça que nous avons pu racheter le lit de Caillebotte déjà, que nous avons pu commencer à remeubler la propriété. J'ajoute que la famille de Gustave Caillebotte nous a nous a offert, c'est plus exact, le piano, et que nous allons pouvoir, dans 1 an et demi, revisiter cette propriété comme elle était à l'époque. Je pense que nous serons tous très fiers. Je tiens, à cet égard, à remercier le conservateur du musée Jacquemart-André à Paris, qui a accepté de participer à cette entreprise fabuleuse, et je veux remercier aussi ma femme qui l'a trouvé et qui fait beaucoup avec Dominique Renonciat. Vraiment merci. Nous avons conclu aussi, et j'en finis là-dessus, un partenariat avec Giverny. Comme cela, les centaines de milliers de visiteurs qui vont visiter Giverny sauront qu'il existe une maison différente, mais dans le même esprit ailleurs. Donc c'est l'occasion d'attirer beaucoup plus de visiteurs dans notre ville. Mais la propriété Caillebotte, ce n'est pas seulement l'évocation du passé, c'est aussi l'accueil d'artistes contemporains, de beaux artistes contemporains, avec, à partir du 9 avril, une magnifique biennale de sculpture où des jeunes artistes tailleront sur la place du CEC 5 œuvres en bois, et vous pourrez, au cours des 15 jours, voir comment une sculpture apparaît, et je pense que les enfants des écoles seront passionnés de voir cela. Vous le voyez, je conclurai là-dessus. Malgré les contraintes, malgré les événements tragiques qui nous ont bouleversés et que nous avons connus, nous essayons toujours de rebondir, de porter notre ville plus loin, plus haut. Nous essayons de faire en sorte de regarder les réalités en face, mais de jamais perdre la quête d'un idéal. Saint-Exupéry disait toujours « les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles ». Eh bien, le rôle d'un élu, c'est d'avoir les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles, et de ne pas être trop écartelé entre les deux. Si chacun d'entre nous, et pas seulement un élu, parce que nous ne sommes pas différents de vous, et nous ne pouvons faire qu'avec vous, si chacun d'entre nous, quelle que soit sa position dans la société, son travail, ses difficultés, ses soucis, ses réussites, ses opinions, son passé, sa religion, regarde dans la même direction et partage une même volonté, nous pouvons ensemble soulever des montagnes. C'est grâce à vous tous qu'en 20 ans, nous avons pu sauver notre ville et tenter d'en faire un exemple. Alors, au risque de désespérer mon opposition, je vous invite pour les 20 prochaines années à poursuivre cette aventure collective, faire de notre ville encore plus qu'un exemple, un modèle. Vive la France, vive hier!